Helios 522, vous me recevez? Le cas est rarissime. Un avion de ligne intercepté en plein vol à haute altitude par 2 chasseurs. 522, vous me recevez? À vous. Des appels répétés qui demeurent sans réponse. Et pourtant, une silhouette semble s'agiter aux commandes. À bord, plus d'une centaine de passagers. Tout le monde pensait à un détournement ou à un acte terroriste. Il y a un individu qui bouge dans le poste. Je répète, il y a une personne. L'appareil semble en parfait état de vol. 522, Et pourtant, vous me recevez? À vous. Voici l'histoire du vol Helios 522. 522, vous me recevez? À vous. We're not getting any oxygen. We have a terrain alarm. Our Aero Crew 603. We are in an emergency. Nous sommes le 14 août 2005 et comme d'habitude, il fait un temps superbe sur l'île de Chypre. L'équipage du vol Helios 522 finit de préparer la cabine avant l'arrivée des passagers à destination d'Athènes. C'est vraiment une belle journée. N'aurait peut-être pas dû venir. Andreas Prodromou a 25 ans. Aujourd'hui, il n'était pas censé travailler, mais il a accepté ce vol pour passer plus de temps avec Caris, sa petite amie, elle aussi hôtesse chez Helios. C'est le genre de journée où j'aimerais bien être en train de piloter. Tu y arriveras, Andreas. Andreas est entré chez Helios comme personnel navigant commercial. Mais son rêve est de quitter un jour la cabine passager pour le poste de pilotage. Son rêve, c'était de devenir pilote professionnel. Personnellement, je voulais qu'il reste dans l'entreprise familiale, mais nous en avons souvent discuté. Nous avons de la visite. Reste tranquillement à l'arrière. Sois tranquille. On se retrouve à Athènes. À tout à l'heure. Briefing avant départ. Dans le cockpit, les 2 pilotes déroulent les checklists avant la mise en route de l'appareil. Forte luminosité aujourd'hui. Effectué. Le commandant de bord est un Allemand de l'Est, Hans Merten. Helios l'a embauché en renfort uniquement pour la période estivale. Avez-vous terminé? Pardon? Est-ce que vous avez terminé? Presque. Le copilote, lui, est un chypriote. Pabos Karalambous travaille depuis 5 ans pour la compagnie Helios. Ouvert, jauge carburant, vérifié. Comme avant n'importe quel vol, l'équipage procède à la vérification des différents systèmes de l'appareil. Vérifié. Checklist avant mise en route. La procédure est une pure routine, mais elle est obligatoire et vitale en termes de sécurité. Désolé, pourriez-vous relever votre tablette et redresser votre siège? Merci. Helios est une petite compagnie de charter installée à Chypre. Elle possède 4 avions et dessert notamment Athènes en Grèce. Ce matin, 115 passagers ont embarqué à bord du vol Helios 522. Si vous avez encore besoin d'aide, prévenez-moi, nous allons décoller. Ils pratiquent des prix très bas, mais sans aucun extra. Il n'y a même pas une boisson de service sur les vols courts. Par contre, ils sont intéressants pour les voyageurs à petit budget. Paros et Maria viennent de se fiancer. Ils partent pour quelques jours sur la superbe île grecque de Paros. Ils avaient réservé plus d'1 mois à l'avance. Pour eux, c'était un peu comme leur lune de miel. PNC, prenez vos places, s'il vous plaît. Préparez-vous pour le décollage. Tout à l'heure. Quelques minutes après 9 h du matin, le vol Helios 522 décolle de la piste 04 de l'aéroport de Larnaca. Nicosie Contrôle de Helios 522. On demande le niveau. 340. Helios 522, vous êtes autorisé à monter au 340. Passez une bonne journée. En route pour le 340.
L'avion a décollé depuis 5 minutes et il est encore loin de son altitude de croisière à 11 000 mètres. Quand soudain, une alarme retentit dans le poste. Qu'est-ce que c'est? L'alarme de configuration décollage? Les deux hommes sont incrédules. En théorie, cette alarme ne peut se déclencher qu'au sol pour leur indiquer que leur avion n'est pas prêt au décollage. Or, ils sont déjà en vol depuis plusieurs minutes. C'est incompréhensible. Le commandant décide d'appeler par radio le centre opérationnel de la compagnie à Larnaca pour leur soumettre le problème. Les opérations, ici le vol 522, à vous. Vol 522, que puis-je faire pour vous? Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Pardon? Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Mais au fur et à mesure que l'avion prend de l'altitude, la situation se dégrade. L'alarme principale se déclenche à son tour. Elle indique que certains systèmes de l'avion sont défaillants. Cette fois, c'est sérieux. Nous avons maintenant une alarme principale. Je vais vous passer un ingénieur 522. Une minute. J'ai du mal à le comprendre, il a un accent très fort. Vol 522, que puis-je faire pour vous? Les voyants du ventilateur de refroidissement sont éteints. Pardon, vous pouvez répéter? En cabine, bizarrement, certains passagers commencent à avoir mal aux oreilles. Quand, soudain... Restez calme. S'il vous plaît, restez assis. Mettez les masques à oxygène en recouvrant bien votre bouche et votre nez, s'il vous plaît. Il fallait appliquer les consignes de sécurité, prendre le masque à oxygène et rester assis. Et tout en restant assis, vous pouviez aider les passagers. Vous deviez le faire. Mais en tant que personnel de cabine, vous ne pouviez pas prendre le risque d'aider un passager à 5 ou 6 rangées de vous. La procédure, c'est de mettre le masque et d'attendre que l'avion se stabilise ou commence sa descente. En cabine, personne ne connaît l'origine du problème et tout le monde attend une annonce du commandant. Mais dans le poste, les deux pilotes ignorent que les masques à oxygène sont descendus dans la cabine. Et les deux hommes cherchent toujours à comprendre le sens des deux alarmes qui se sont activées. Mes deux voyants de refroidissement des équipements ne fonctionnent pas. C'est normal. Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer votre problème? Même l'ingénieur au sol a bien du mal à comprendre ce qui se passe à bord du vol Helios 522. Ils ne sont pas hors service. Pouvez-vous confirmer que le panneau de pressurisation est réglé sur automatique? Où sont les disjoncteurs du système de refroidissement? Derrière le siège du commandant. Pouvez-vous les voir? Qu'est-ce qui se passe? Problème avec l'installation électrique du vol 522. J'avais quelque chose à prendre aux opérations, donc j'ai entendu ce qui se passait. Je me suis dit, oh non, encore un problème. Et je suis parti. Ah, bonne chance. Quel est le problème du vol 522? Pour l'instant, l'avion poursuit sa montée, les passagers, sans nouvelles du cockpit, essaient de maîtriser leur angoisse. Helios 522, est-ce que vous pouvez voir les disjoncteurs? À cet instant, l'ingénieur au sol perd le contact radio avec l'avion. Helios 522, m'entendez-vous? Le vol 522 a décollé depuis presque une demi-heure et vole maintenant à son altitude de croisière en direction d'Athènes. Vu de l'extérieur, tout a l'air parfaitement normal. L'avion survole la mer Méditerranée et se rapproche des côtes grecques. Mais à bord du Boeing 737, que se passe-t-il derrière la porte du poste? Pourquoi la radio du bord reste-t-elle désespérément muette? Le temps s'écoule inexorablement et l'inquiétude monte. À l'approche d'Athènes, l'avion s'est mis automatiquement sur un circuit d'attente. Le vol Larnaca-Athènes dure environ 1h30 et l'appareil vole maintenant depuis plus de 2 heures.
On a appris qu'un avion survolait le territoire grec sans aucun contact radio. On a tous aussitôt pensé à un détournement ou à un acte terroriste. Plus de 3 millions de personnes vivent à Athènes. Un attentat du type du 11 septembre pourrait faire des milliers de morts. C'était devenu un avion suspect. C'était soit un détournement, soit carrément un acte terroriste. Il a fallu prévenir l'armée. 2 F-16 de l'armée de l'air grecque décollent pour intercepter le vol Hélios 522. Hélios 522, vous me recevez? À vous. Mais les pilotes ne reçoivent aucune réponse. L'un des chasseurs se rapproche au plus près du 737 pour procéder à une inspection visuelle. Et ce qu'il voit est terrifiant. Le copilote est affaissé sur les commandes et la place du commandant est vide. A priori, personne n'est aux commandes de l'avion. Athènes Control, il y a un individu dans le poste de pilotage d'Hélios 522. Il a l'air non réactif. Athènes Control, on vérifie la cabine. Les passagers sont tous sur leur siège, mais aucun ne réagit à la présence insolite du chasseur. C'est alors que soudain, le pilote de chasse distingue une silhouette bougeant dans le cockpit. Athènes Control, il y a un individu qui se déplace dans le poste de pilotage de l'Hélios 522. Je répète, il y a un individu dans le poste de pilotage. Hélios 522, est-ce que vous me recevez? Hélios 522, à vous. Vol Hélios 522, ici le contrôle radar d'Athènes. Les 2 F-16 continuent à escorter le vol 522, mais toujours sans aucun contact radio. L'un des deux était en position de tir derrière le 737. L'autre se maintenait au niveau du cockpit et il essayait de communiquer visuellement avec la personne qui était là. Quand soudain, le 737 vire à gauche et entame une descente rapide. Athènes Control, Hélios 522 a viré brutalement. Je le suis en descente. Parti de 10 000 mètres, l'avion perd maintenant de plus en plus d'altitude et le sol se rapproche dangereusement. Il n'y avait aucune défaillance structurelle. Il n'y avait pas de feu. Il n'y avait aucun problème. Aucun problème évident, du moins vu de l'extérieur. Hélios 522, à vous, vous me recevez? Hélios 522, est-ce que vous me recevez? À vous. Enfin, alors que l'appareil n'est plus qu'à 2000 mètres du sol, la personne qui s'est installée dans le siège du commandant fait un signe de la main au pilote de chasse. Mais le contact radio n'est pas pour autant rétabli, ni avec les F-16, ni avec le contrôle. Quelques minutes après midi, le vol Hélios 522, 3 heures après son décollage de Larnaca, percute le sol dans une région inhabitée. Athènes Control, Hélios 522 est à terre. Je répète, Hélios 522 est à terre sur la colline Grammatico. À vous. Aussitôt, les secours sont envoyés sur place. D'emblée, tout espoir est perdu. Il n'y a aucun survivant. Au centre des opérations de la compagnie, Lazaros Temedzian est sous le choc en apprenant la nouvelle. C'est la scène la plus chaotique que j'ai jamais vécue. Quand je suis revenu, le contrôleur des opérations a dit qu'il avait perdu l'avion. Et il avait les larmes aux yeux. Hélios est une petite entreprise, avec seulement 4 avions. Le personnel navigant est une famille qui travaille ensemble depuis des années. Paul Simeonides était steward chez Hélios, tout comme Victoria, sa fiancée. Ça a été les 30 minutes les pires de toute ma vie parce que Victoria volait ce matin-là à destination de Glasgow.
J'ai eu tout le monde au téléphone. Ils m'appelaient tous pour savoir si j'étais en vie, si Victoria était en vie, pour savoir ce qui était arrivé et pourquoi. Au début, on s'est dit, il faut 1h30 pour aller en Grèce. Donc ce n'est sûrement pas cet avion-là. Et puis, au bout de 2 ou 3 heures, on a appris que Paros et Maria étaient dans l'avion qui s'était écrasé. Le père d'Andreas Prodromou, lui, ignorait que son fils avait embarqué à bord du vol 522 pour assurer le remplacement d'un collègue. On m'a dit qu'un avion Helios avait disparu du radar et que les contrôleurs aériens avaient perdu le contact. Je me suis tout de suite inquiété. J'ai appelé Andreas. Il gardait toujours son téléphone ouvert, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est l'accident le plus grave de toute l'histoire aéronautique de la Grèce. La plupart des 121 victimes sont originaires de Chypre, où 3 jours de deuil national sont décrétés. Reste maintenant à comprendre ce qui s'est passé. Durant les 2 dernières heures du vol, les contrôleurs aériens ont perdu tout contact radio avec l'avion qui se rapprochait d'Athènes. Ils n'ont donc aucune information. D'emblée, les enquêteurs espèrent en apprendre plus en se rendant sur le lieu du crash. Alors on a monté la colline et on était là, vous voyez, devant quelque chose de totalement indescriptible. J'ai vu un grand espace qui brûlait. C'était noir, ça brûlait. Il y avait des gens éparpillés, des morceaux d'avion. C'était vraiment une image de cauchemar. J'espère que je ne vivrai plus jamais ça. C'était terrible, juste terrible. À ce stade, aucune piste n'est exclue par l'enquête. Et tous les indices récupérés sont envoyés au laboratoire pour analyse. À commencer par l'une des boîtes noires de l'avion, l'enregistreur sonore. Malheureusement, il ne reste plus que l'enveloppe métallique de la boîte. Le plus précieux a disparu. C'était difficile pour nous parce qu'on a d'abord trouvé la boîte de l'enregistreur vocal, qui était très endommagée. Mais on n'a pas pu trouver vous savez, l'enregistreur lui-même. Et sans enregistreur, impossible de connaître les échanges entre les 2 pilotes durant le vol. On continue à chercher. Espérons qu'on va le trouver. Les corps des victimes sont également transférés au service de médecine légale à Athènes. Mais les résultats des autopsies contribuent plus à épaissir le mystère qu'à l'éclaircir. Ils prouvent que tout le monde était vivant au moment de l'impact. Certains disaient qu'ils étaient tous morts en vol. Mais en fait, ce n'est ni une substance toxique dans l'avion, ni une explosion qui a causé leur mort. Ces gens sont morts au moment du crash. Mais si les passagers étaient vivants, pourquoi aucun d'entre eux ne s'est manifesté durant les longues minutes où les chasseurs grecs ont volé à quelques mètres du 737? Et qui était la silhouette entreaperçue aux commandes de l'avion au-dessus d'Athènes? En fait, les enquêteurs vont trouver une réponse à cette dernière question à travers les prélèvements réalisés sur les corps. Au moment du crash, l'homme aux commandes était Andreas Prodromou, le jeune steward. Mais la réponse soulève une nouvelle question. Était-il en train d'essayer de sauver l'avion ou au contraire, a-t-il délibérément percuté le sol? Les recherches se poursuivent et permettent, après plusieurs jours, de retrouver la partie manquante de la boîte noire, l'enregistreur de son. Et son écoute élimine d'emblée une des principales hypothèses. Mayday.
Mayday. Mayday. Il ne s'agissait pas d'un acte terroriste. Vol 5. Le jeune Stewart essayait simplement d'appeler à l'aide. Mayday. Mayday. À 5 reprises, il lance un Mayday, le SOS en aéronautique. Mais aucun n'a été reçu par les contrôleurs aériens, probablement parce qu'ils n'étaient plus sur la bonne fréquence. Dès que j'ai appris qu'ils avaient vu quelqu'un dans le cockpit, j'ai su que c'était Andreas. Il n'était pas un lâche. Il s'y connaissait en avion. Et il était capable d'agir. Car Andreas Prodromou, sans être pilote de ligne, avait déjà sa licence de pilote professionnel. Son rêve était de devenir un jour commandant de bord. C'est le genre de journée où j'aimerais bien être en train de piloter. Tu y arriveras, Andreas. Mais malgré son expérience de pilote, il ne peut plus sauver l'avion au moment où il entre dans le poste. À cet instant, l'appareil est en l'air depuis 3 heures. Lorsqu'à un moment, le 737 semble partir vers la gauche, en fait, c'est son moteur gauche qui s'éteint, faute de carburant. Car la première cause du crash est là. L'avion est tout bêtement tombé en panne sèche. L'enregistreur de paramètres et l'enregistreur vocal nous ont fourni la preuve absolue que l'avion avait manqué de carburant et que c'était la cause du crash. Le vol Larnaca-Athènes dure normalement 80 minutes. L'équipage avait embarqué suffisamment de carburant pour tenir le double, environ 3 heures. Akrivos Sotzolakis sait maintenant qui était dans le cockpit du 737 et pourquoi il s'est écrasé. Mais ceci n'explique que la fin de l'histoire, pas le début. Quel fut le problème initial? Pourquoi l'avion a-t-il volé durant 3 heures? L'historique technique de l'appareil est passé au crible. Et il révèle des choses très intéressantes. Moins d'1 an avant l'accident, ce même appareil avait subi, en croisière à 10 000 mètres, une avarie grave, une décompression rapide. Lazaros Temedzian était steward sur ce vol. J'étais à l'arrière de l'avion quand j'ai entendu un grand bruit métallique et les masques à oxygène sont tombés. Ensuite, j'ai eu du mal à marcher et à respirer. Chacun de mes pas était très lourd. En fait, je commençais à manquer d'air. Les pilotes avaient immédiatement engagé une descente d'urgence, jusqu'à 3000 mètres, où l'air suffisamment riche en oxygène est respirable. Une fois stabilisé à basse altitude, le steward avait observé la porte arrière de l'avion, et ce qu'il avait vu l'avait terrifié. J'avais remarqué que la porte de service arrière n'était plus complètement verrouillée. Les charnières du haut et du bas s'étaient un peu déplacées. Je pouvais même passer ma main au travers. L'appareil avait procédé à un atterrissage d'urgence et l'incident n'avait fait aucun blessé. Évidemment, la porte avait été réparée, mais cette défaillance était loin d'être un cas isolé. On notait régulièrement les pannes dans le journal de bord, mais rien n'était jamais fait pour y remédier. Ça durait des mois avant qu'un ingénieur règle le moindre problème. D'autres problèmes, eux, étaient beaucoup plus récents. Un mécanicien au sol de la compagnie raconte aux enquêteurs que le jour même du vol, le 737 connaissait un autre problème avec sa porte arrière. Lorsque nous avons vérifié le journal de bord, nous avons constaté qu'il y avait quelques travaux de maintenance à faire. L'appareil était revenu à Chypre à minuit la veille du drame. Or, durant ce vol, l'équipage avait signalé des bruits forts et de la formation de glace au niveau de la porte arrière. L'avion devant repartir le lendemain matin, les techniciens avaient juste la nuit pour tenter de régler le problème. Ils suspectaient une défaillance d'étanchéité et procédèrent à un test de pressurisation.
Durant le vol à haute altitude, afin de renouveler l'atmosphère, les moteurs envoient de l'air pressurisé dans la cabine. Pour assurer une bonne circulation, de petites vannes sont situées à l'arrière de l'appareil pour évacuer l'air pollué. Un avion pressurisé, c'est un peu comme une canette de boisson gazeuse. On pressurise l'avion pour que les gens puissent respirer normalement, quel que soit l'environnement dans lequel l'appareil se trouve. Contrôle pressurisation, passage du mode automatique à manuel. Pour réaliser leur test, les mécaniciens ont démarré l'APU, un petit moteur auxiliaire utilisé au sol. Avec l'énergie fournie, ils ont ensuite pressurisé la cabine durant plusieurs minutes. C'est comme chercher une fuite dans un pneu. Il faut pressuriser l'air de l'appareil et utiliser un baromètre. Essentiellement pour surveiller la pression et détecter les fuites éventuelles. Mais le test fut négatif. A priori, la porte arrière n'affichait aucune faiblesse. Dans ce cas, ils ont estimé que tout allait bien et ils ont terminé l'inspection. Globalement, l'avion semblait plutôt en bon état. Et après avoir procédé à quelques vérifications complémentaires, les techniciens de maintenance signèrent le livret technique avant sa remise en ligne. Pour les enquêteurs, le mystère demeure entier. Les techniciens n'ont rien détecté avant le vol et clairement, il ne s'agit pas d'une décompression explosive. À haute altitude, une telle décompression aurait forcément entraîné des dégâts importants sur la structure de l'avion. Or, les deux F-16 n'ont rien constaté d'anormal. La question devient obsédante. Que s'est-il passé à bord du vol 522 pour expliquer l'inconscience des passagers et des pilotes? Et pourquoi et comment un seul agent de bord a-t-il été épargné par cette mystérieuse épidémie? La réponse est pourtant sous le nez des enquêteurs, à travers la position d'un simple interrupteur. Racontez-moi ce qui s'est passé le jour du vol. Les enquêteurs s'intéressent à la discussion survenue par radio peu après le décollage entre l'équipage du vol 522 et l'ingénieur au centre des opérations. Ici le centre opérationnel. Cette discussion portait sur le déclenchement d'une alarme en passant les 12 000 pieds. 522, à vous. Vol 522, que puis-je faire pour vous? Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Pardon? Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Premier constat, cette alarme en théorie ne se déclenche qu'au sol et indique un problème sur les volets ou le train d'atterrissage. Or l'avion était en vol et l'inspection de l'épave ne révèle aucune défaillance structurelle. Alors pourquoi a-t-elle sonné? Le responsable des investigations, Akrivos Otsolakis, se concentre sur un petit morceau du panneau de contrôle retrouvé dans les débris. Vous êtes sûr qu'il a été trouvé tel quel? Que rien n'a été déplacé? Nous avons eu de la chance. Trouver ce panneau avec le bouton en position manuelle, c'était primordial. Vol 522. Le panneau P5 permet de contrôler la pressurisation de l'appareil. Généralement, cette pressurisation se fait en mode automatique. Lorsque l'avion monte ou descend, le système adapte la pression interne du fuselage pour offrir le meilleur confort physique aux passagers. Par contre, si la pressurisation est placée en mode manuel, c'est au pilote de régler le niveau de pression de la cabine en fonction de l'altitude de l'avion. Expliquez encore comment vous avez testé la pressurisation. Je suis allé dans le cockpit et j'ai mis le bouton de pressurisation en mode manuel. L'enquêteur sent qu'il touche au but. Pour effectuer leur test de pressurisation la nuit précédant le vol, le technicien de maintenance reconnaît avoir placé le système en manuel. C'était indispensable pour vérifier les joints d'étanchéité de la porte arrière. Le problème, c'est qu'une fois le test terminé, personne n'a remis le système de pressurisation en mode automatique. La procédure de pressurisation de l'avion a un lien avec le réglage en mode automatique ou manuel. Ils auraient dû remettre le bouton en position automatique. Lorsque quelques heures plus tard, l'équipage du vol 522 s'est installé dans le poste, la pressurisation était donc toujours en manuel. Effectué. Forte luminosité aujourd'hui. Avez-vous terminé?
Pardon? Et personne, ni le commandant, ni le copilote ne l'ont remarqué. Conséquence directe, après le décollage, la cabine n'étant pas pressurisée, plus l'avion montait, plus l'oxygène se raréfiait dans l'atmosphère. Un danger invisible, inodore, mais mortel. Vous êtes sûr qu'il a été trouvé tel quel? Que rien n'a été déplacé? Akrivo Sotsolakis est certain d'avoir découvert la vérité. C'est le seul scénario susceptible d'expliquer l'enchaînement des faits qui ont suivi. Et pour prouver sa théorie, il engage les grands moyens. 4 mois après l'accident, il procède à une reconstitution grandeur nature. Avec un autre Boeing 737 de la même compagnie, Helios, il veut refaire dans les mêmes conditions le trajet du vol 522. S'il a raison, les mêmes causes vont forcément reproduire les mêmes conséquences. Est-ce que nous sommes prêts? Quand il y a un accident compliqué comme cela, je pense qu'on devrait effectuer une reconstitution. Bien sûr, c'est cher de faire voler un avion de ligne pendant 3 ou 4 heures. Mais cela vaut la peine si vous revenez avec des résultats utiles à l'enquête. Assurez-vous que le P5 est réglé sur manuel. Ah, c'est difficile à voir. Volontairement, cette fois, les pilotes passent la pressurisation en mode manuel. Un voyant vert indique qu'il n'est plus en automatique. Mais avec la forte luminosité d'un début de journée, le voyant est difficilement visible en contre-jour. L'avion prenant de l'altitude, le niveau d'oxygène baisse rapidement en cabine. Et comme sur le vol 522, une alarme se déclenche. Qu'est-ce que c'est? L'alarme de configuration décollage? Quand l'alarme a retenti, elle a été très mal interprétée. La plupart des équipages n'ont jamais entendu une alarme de non-pressurisation, parce que c'est extrêmement rare. Cette alarme s'est donc déclenchée car la pression en cabine était trop basse. Mais Akrivo Sotsolakis découvre en plus que cette alarme sonore est rigoureusement identique à celle de la configuration décollage. Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. L'équipage a donc mal interprété la première alarme. Cela dit, ils ont eu une seconde chance d'identifier le véritable problème. En passant les 5000 mètres d'altitude, une deuxième alarme s'est déclenchée et est restée allumée pendant près d'1 minute. Nous avons maintenant une alarme principale. Mais une fois de plus, l'équipage a mal interprété l'origine de cette deuxième alarme. Celle-ci peut indiquer la surchauffe de certains systèmes de l'avion, mais également le fait que les masques à oxygène sont tombés dans la cabine passager, ce qui était le cas. Mais comme les 2 pilotes n'avaient pas conscience d'avoir un problème de pressurisation, ils se sont concentrés sur les systèmes de refroidissement de l'avion. L'alarme de non-refroidissement était un effet secondaire du manque de pressurisation. En fait, il n'y avait pas d'élévation de température dans les circuits électroniques. Mais les capteurs de température et de pression ont juste signalé qu'il y avait un problème. À bord du vol de reconstitution, les enquêteurs surveillent les instruments et enregistrent les mêmes événements que ceux survenus sur le vol 522. Et eux aussi commencent à ressentir les effets du manque d'oxygène. Vous commenceriez par avoir les oreilles bouchées et par ressentir une pression au niveau des sinus. En prenant de l'altitude, vous commenceriez à vous sentir un peu ivre, comme si vous aviez bu quelques verres d'alcool. Les premiers effets de l'hypoxie, le manque d'oxygène, pourraient également expliquer certaines réactions étranges de l'équipage. Par exemple, lorsque la maintenance au sol pose une question sur la pressurisation, pouvez-vous confirmer que le panneau de pressurisation est réglé sur automatique? Le commandant ignore la question et répond par une autre question. Où sont les disjoncteurs du système de refroidissement? Au début, on ne remarque rien. C'est étonnant comme c'est subtil.
On a la tête qui tourne, on commence à manquer de cohérence. D'une certaine manière, ça vous piège dans la situation. Vous ne pouvez plus réagir. Vous finissez par perdre connaissance. Akrivos Sotsakis pense que le commandant a dû se lever pour aller vérifier les disjoncteurs électriques situés derrière son siège avant de s'évanouir, presque simultanément avec le copilote. Il faut savoir que dans le poste, contrairement à la cabine, les masques à oxygène ne se déploient pas automatiquement. Helios 522. M'entendez-vous? À partir de cet instant, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Évidemment, de l'autre côté de la porte verrouillée du cockpit, personne ne se doute de rien. Les passagers ne savent pas non plus que leur réserve personnelle d'oxygène est très limitée. Le masque de chaque passager est alimenté par un générateur chimique, situé au-dessus de son siège. Mais ces générateurs individuels sont conçus pour fonctionner une douzaine de minutes. Le problème des masques à oxygène, c'est qu'ils sont efficaces à haute altitude, mais sur une courte durée. Le temps que les pilotes redescendent l'avion à une altitude respirable. Dans presque tous les cas de dépressurisation, ils sont efficaces. Tous ceux qui ont mis leur masque sont restés conscients un petit quart d'heure. Ensuite, une fois leur réserve d'oxygène épuisée, ils se sont évanouis à leur tour. À 34 000 pieds, on parle d'un état de conscience utile de 30 à 60 secondes. La plupart des gens atteints d'hypoxie vont juste s'endormir. Sans équipage et en pilotage automatique, le vol 522 a poursuivi sa route jusqu'à Athènes, où l'avion avait été programmé pour se mettre en circuit d'attente au-dessus de l'aéroport. La reconstitution va se dérouler exactement de la même manière. Seule différence, Akrivos Sotsakis demande à l'équipage de repasser la pressurisation en mode automatique avant de poursuivre la montée vers le niveau de croisière à plus de 10 000 mètres. Puis, à l'approche d'Athènes, Akrivos Sotsakis a obtenu de l'armée de l'air l'envoi d'un F-16. Il veut confirmer qu'Andreas Prodromou était bien l'homme vu aux commandes du vol 522. Un de nos hommes a revêtu l'uniforme du personnel de bord. Il est entré dans le cockpit et s'est assis à la place du commandant. Le F-16 a confirmé que c'était exactement ce qu'il avait vu. La reconstitution permet aussi de répondre à d'autres questions restées en suspens. Par exemple, quels étaient les bruits étranges entendus sur l'enregistrement des sons du cockpit? Akrivos Sotsakis s'aperçoit que ces bruits sont en fait ceux du clavier électronique que Prodromou a utilisé pour déverrouiller la porte. Le vol de reconstitution nous a permis de confirmer tous ces points. Il a été très utile. Il a permis de répondre à beaucoup d'interrogations. Ok, on redescend. Pour le chef enquêteur, le vol de reconstitution se révèle convaincant et sa conviction est faite. Le crash du vol 522 n'est pas dû à une défaillance majeure, mais à une série de petites erreurs qui, bout à bout, ont mené à la plus grande catastrophe aérienne du pays. 15 mois après l'accident, les autorités grecques publient le rapport officiel sur le vol Helios 522. Il est très complet, même s'il ne répond pas à toutes les questions. Par exemple, que s'est-il passé en cabine durant les 2 dernières heures? Et surtout, pourquoi et comment Andreas Prodromou a-t-il pu rester conscient jusqu'à la fin? De longues discussions avec les instructeurs et les membres d'équipage de la compagnie Helios permettent d'imaginer une hypothèse. Mayday. Mayday. S'il vous plaît, mettez vos masques.
Nous ne savons pas vraiment quel est le problème, mais restez calme et restez assis. Andreas Prodromou était assis à l'arrière de la cabine. Lorsque les masques sont tombés, il a dû attendre, conformément aux procédures, les instructions du poste de pilotage. Chez Helios, nous avions suggéré que le personnel de bord ne devait pas être dépendant des procédures pour être capable de réagir intelligemment à une situation d'urgence. En cas de dépressurisation, généralement l'avion se met en descente rapide. Mais dans le cas du vol 522, il a poursuivi sa montée. Andreas Prodromou a probablement dû chercher alors à contacter le poste. Commandant ? Commandant Merten ? Évidemment, personne n'a pu lui répondre. Pouvez-vous nous donner une situation, s'il vous plaît ? Andreas, qui était aussi un pilote, a probablement compris qu'il se passait alors quelque chose de très anormal. Comme il n'y a pas eu de retour du cockpit et que l'avion n'avait pas entamé une descente d'urgence, il n'y avait plus de protocole. Ils ont probablement improvisé. Pour tenter de comprendre la situation, la seule alternative du steward était alors de traverser tout l'avion et de rejoindre le poste. La quantité d'oxygène disponible sur un 737 est contenue dans les masques. 10% des masques sont réservés à l'équipage en cas de dépressurisation. Il y a des masques supplémentaires à chaque rangée. Utilisant les masques supplémentaires des passagers, il a pu traverser la cabine étape par étape, en adoptant ce que le personnel de bord appelle un cheminement en balancement de singe. De plus, même si les autres passagers avaient déjà épuisé leurs réserves d'oxygène et basculé dans l'inconscience, Andreas Prodromou, lui, a pu offrir une meilleure résistance à l'hypoxie. L'homme, en effet, était adepte de plongée sous-marine et ancien soldat des forces spéciales chypriotes. Bref, il était en parfaite condition physique. Andreas n'était pas peureux. Il était courageux, intrépide, et il avait du sang-froid. Mais les masques à oxygène des passagers n'ont pas pu lui permettre de survivre durant plus de 2 heures à 10 000 mètres d'altitude. En fait, le 737 était équipé de 4 bouteilles d'oxygène portatives, chacune avec une autonomie d'1 heure. Les 4 bouteilles ont été retrouvées parmi les débris, et 3 d'entre elles, visiblement, avaient été utilisées. Lorsque le pilote du F-16 a vu le steward entrer dans le poste, juste avant le crash, ce n'était peut-être pas la première fois qu'Andreas faisait une incursion dans le cockpit. Il connaissait le code de sécurité pour déverrouiller la porte, et il a pu l'utiliser bien plus tôt. La procédure exige qu'on frappe à la porte du poste de pilotage. Et si personne ne répond, alors on fait le code et on entre. Des prélèvements ont permis d'identifier de l'ADN du copilote sur un des masques à oxygène du poste. Il est probable qu'Andreas l'ait utilisé pour tenter de réanimer le copilote. Vous pouvez ranimer quelqu'un même après une période assez longue, à condition d'intervenir avant que le cerveau n'ait subi des dommages importants. Mais c'est très variable. Ça dépend de la personne et du temps d'exposition à la haute altitude. Mais s'il a réussi à entrer dans le poste plus tôt, pourquoi en est-il ressorti? La question est condamnée à rester sans réponse. Il a sûrement été un peu désorienté, un peu confus. Il a dû réagir beaucoup plus lentement que d'habitude. Quel était son état d'esprit? Quel était son état physique? Nous pensons qu'il avait conscience du problème, mais est-ce la vérité? C'est une vraie question. Une chose est sûre, au bout de 3 heures de vol, tous ceux qui n'avaient pas une bouteille d'oxygène étaient inconscients. En arrivant au-dessus d'Athènes, le vol 522 était un avion fantôme. La plupart des victimes devaient être vivantes au moment du crash, mais elles étaient très certainement dans un coma irréversible. Seule consolation, l'hypoxie n'est pas douloureuse, puisqu'elle ressemble dans un premier temps à un sommeil profond. Il est sûr en revanche que pour Andreas,
qui lui est resté conscient, la situation a dû virer au cauchemar. Il savait que son oxygène était limité. Et sans doute l'arrivée des chasseurs lui a-t-elle redonné espoir. En tout cas, jusqu'au bout, il s'est battu pour tenter de sauver l'avion et ses passagers. Est-ce que vous me recevez? Quand il revient dans le poste de pilotage, Andreas essaie de lancer des messages de détresse. Mais personne ne l'entend. Probablement parce que la radio est restée branchée sur la fréquence de Chypre, à 1000 km de là. Luttant contre le manque d'oxygène et se retrouvant aux commandes d'un avion bien plus complexe et plus gros que ceux qu'il avait déjà pilotés, le jeune homme était alors dans une situation impossible. Et quand bien même aurait-il réussi à cet instant à reprendre le contrôle de l'appareil et à suivre les chasseurs pour tenter un atterrissage, il ne lui restait plus suffisamment de carburant. La photo d'Andreas et de Caris, sa petite amie, figure sur leurs deux tombes, installées côte à côte dans un petit cimetière chypriote. Σαν πατέρας πώς θυμούμαι το γιο μου. Σαν πατέρας, ο γιος μου είναι πάντα μπροστά μου. Mon fils est toujours près de moi, où que j'aille. Il ne me quitte pas. Il a laissé un vide immense qui ne sera jamais comblé. Sur la colline au nord d'Athènes, là où le vol 522 s'est écrasé, il y a aussi de nombreuses photos en souvenir des victimes. Sur ce terrain rocailleux, sous le soleil méditerranéen, elles sont le témoignage silencieux d'une des tragédies les plus étranges de toute l'histoire de l'aviation.